pense qu'on va commencer. Bonjour, merci beaucoup d'être venu à ce troisième cours de la série. Et aujourd'hui, je vais vous parler des cellules pluripotentes induites et puis d'autres cellules induites, vous allez voir. Donc je commence toujours avec cette même diapositive qui décrit un petit peu la thématique de cette année. Donc le développement à partir de l'œuf fécondé, vous avez vu la semaine dernière la dynamique de reprogrammation qui a lieu dans cet œuf fécondé pour reprogrammer le spermatozoïde et l'œuf afin de faire une cellule totipotente qui peut former toutes les cellules, tout type cellulaire, tout tissu et organe de l'individu. Donc le développement est progressif et je pense que vous avez maintenant bien en tête que l'idée depuis presque toujours était qu'effectivement le développement se passe en une direction. À partir de cet œuf fécondé, on arrive à élaborer un organisme complexe avec différents types cellulaires et cette progression n'est pas réversible, mis à part peut-être, certainement, dans la lignée germinale. Et vous avez vu la semaine dernière qu'il y a aussi d'autres phases de reprogrammation qui peuvent avoir lieu au cours du développement. Par exemple, ici, dans ce qu'on appelle la masse interne, qui correspondent au petit nombre de cellules dans l'embryon au moment de son implantation dans l'utérus. Ces cellules vont former l'embryon proprement dit et les cellules externes du trophectoderme vont contribuer au tissu extra-embryonnaire, au placenta. Et donc dans ces cellules-là, il y a quand même une phase de reprogrammation, de remise en place d'un état, ce qu'on appelle pluripotente, un état pour que chaque cellule puisse quand même contribuer à toutes les cellules de l'embryon et de l'adulte. Donc l'idée, c'était, comme je l'ai décrit la semaine dernière, que les gènes dans notre génome sont activés ou réprimés grâce à l'action des facteurs de transcription, ces protéines qui reconnaissent de manière très spécifique les signatures d'ADN, de la séquence de l'ADN. Ces facteurs de transcription sont modulés par les voies de signalisation, par le contexte de la cellule, les interactions que la cellule a avec d'autres cellules. Donc, ce programme d'expression génique est mis en place progressivement au cours du développement et nous pensons qu'elle est verrouillée, elle ne peut pas être réversée facilement à cause de ces changements épigénétiques. Donc, les changements dans l'état de la chromatine, donc les histones, les protéines qui sont associées à l'ADN, et aussi ce marque qui est la méthylation de l'ADN, qui semble aussi jouer un rôle dans ce type de marquage épigénétique. Donc l'idée, c'était mise en place d'un programme grâce aux facteurs de transcription et puis propagation d'un état actif ou inactif grâce à des marques épigénétiques. Alors, comme je l'ai dit, on sait maintenant qu'il y a une certaine plasticité au cours du développement, comme dans la masse interne. Et grâce aux études de John Gurdon et d'autres, nous savons aussi que les cellules somatiques ne sont pas totalement verrouillées dans leur état. Elles peuvent être reprogrammées. Quand on transfère une cellule dans un ovocyte précoce, dans un ovocyte, on peut reprogrammer cette cellule et créer une cellule totipotente. C'est très inefficace, mais on peut arriver à générer des individus entiers. On peut aussi, et vous allez voir, je vais parler plus de ça, créer des cellules qui sont pluripotentes en prenant des cellules de souche embryonnaire qui sont dérivées de la masse interne. Donc, ces cellules pluripotentes peuvent en fait influencer une cellule somatique si on la fusionne avec. Et puis, on peut, maintenant on le sait, créer des cellules pluripotentes induites, et c'est de ça que je vais parler aujourd'hui, en utilisant un certain nombre de facteurs qui transforment une cellule somatique en une cellule pluripotente, comme une cellule de souche embryonnaire, une cellule ES. Et à la fin, je vais vous parler d'un autre phénomène qui est ce qu'on appelle la transdifférenciation, où on peut carrément convertir une cellule somatique en autre type cellulaire. Alors ça, c'est quelque chose qui est assez, on va dire, révolutionnaire. Il y avait des données qui suggéraient que ça pouvait avoir lieu il y a déjà 30 ou 40 ans.
Mais en biologie, on n'y croyait pas trop. On pensait qu'effectivement, il y avait cette unidirectionnalité et que l'idée qu'une cellule peut changer de destin une fois qu'elle est bien différenciée semblait assez improbable, même impossible. Et beaucoup de scientifiques se sont braqués contre cette idée. Donc, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, vous allez comprendre à la fin du cours que les cellules différenciées sont vraiment plastiques et capables d'être reversées dans leur destin dans des bonnes conditions. Elles peuvent être reprogrammées ou reconduites à un autre destin directement. Donc ça veut dire que ces marques épigénétiques, ces barrières épigénétiques peuvent être surmontées avec des facteurs. Et donc là, je parle des conditions expérimentales. On peut manipuler les cellules pour que ces barrières puissent être surmontées. Donc pour commencer, je voulais vous rappeler ce dont j'ai parlé pendant le premier cours. On peut reprogrammer une cellule, un noyau d'une cellule somatique, en la prenant de son cytoplasme, en mettant le noyau dans le contexte de ovocytes énucléés. On peut la reprogrammer pour qu'elle produise un embryon. Ici, je vous montre le blastocyste. Et à partir de ce blastocyste, on peut bien sûr créer une souris. Donc ce blastocyste implanté dans une mère porteuse va générer une souris. Ou d'autres individus, comme les expériences de John Gurdon, c'était des grenouilles. Vous avez vu tous les différents animaux qu'on peut cloner maintenant. Alors, ce processus direct, on va dire, à partir du transfert nucléaire dans l'œuf et l'implantation dans une mère porteuse, est extrêmement inefficace. Et si vous vous rappelez, j'avais mentionné le fait qu'une manière plus efficace de faire était de permettre ces embryons à s'attacher in vitro et dériver à partir de leur masse interne, donc ces cellules-là, dérivées d'ici, dériver des cellules souches embryonnaires qu'on pouvait cultiver de manière efficace, dans des bonnes conditions de culture, presque éternellement. Et à partir de cellules souches embryonnaires, on pouvait générer par différenciation in vitro différents types cellulaires, mais on pouvait aussi générer une souris en mettant ces cellules ES, en les remettant dans un blastocyste et en passant ça encore dans une mère porteuse, on peut créer donc des animaux clonés beaucoup plus efficacement. Et on pense qu'effectivement, ce passage par les cellules ES, ce passage in vitro, peut-être aide la reprogrammation, parce qu'elle permet peut-être d'effacer les traces qui restent quand même d'un état pas totalement totipotent. Donc, cette idée, accompagnée par la découverte donc, de la manière de cultiver les ES et les manipuler, a amené donc, à la possibilité de générer in vitro, avec des conditions de culture différentes, en changeant les milieux de culture, en rajoutant certains facteurs, certaines cytokines, on pouvait conduire la différenciation in vitro. Et on arrive même aujourd'hui à créer des organoïdes, on les appelle, à partir des cellules ES qu'on peut différencier, dans des conditions particulières de culture en 3 dimensions. Ici, vous voyez en fait une mini rétine, le début d'un œil, qui peut être générée avec la culture et les bonnes conditions de différenciation à partir d'une cellule ES. Donc bien sûr, ça a apporté ces types d'approches ont apporté l'espoir qu'effectivement on pouvait utiliser les ES et éventuellement les ES à partir de ce type d'expérience de transfert nucléaire pour générer des tissus et pour soigner les gens, pour faire la thérapie tissulaire ou cellulaire. Donc j'ai déjà décrit un tout petit peu de quoi il s'agissait. Ici, je vous montre qu'effectivement, il y a eu cette phase de grand espoir, qu'avec ces cellules ES pluripotentes, on pouvait dériver effectivement des cellules pour soigner des maladies comme le Parkinson, le diabète et même des leucémies ou créer de la peau dans les cas de brûlures, etc.
Donc ça, c'était un grand espoir avec éventuellement une réalité et une application pratique, mais comme je l'ai décrit, il y avait le grand problème de manipuler des embryons humains et le besoin d'utiliser des embryons humains pour pouvoir dériver ce type de cellules. Donc il y a eu pas mal de, on va dire, publicité autour de ça. Et ici, je vous montre un livre en fait qui est sorti et qui est devenu aussi un film où il parlait même de générer effectivement à partir des clones des organes, de générer des organes pour pouvoir donner, soigner des gens. Et donc ces enfants étaient là simplement pour produire des organes. Donc effectivement, c'est quelque chose qui est impensable, mais c'est pensable, mais totalement inacceptable. Donc l'idéal serait de pouvoir éviter complètement cette utilisation d'embryons humains et imaginons de dériver des cellules ES pluripotentes humaines à partir des cellules somatiques d'un individu ou même de convertir une cellule à une autre, mais c'était, comme je l'ai dit tout au début, presque impossible à imaginer il y a même juste quelques années. Et alors, donc, pourquoi les OS, comment les OS ont conduit à réaliser ce rêve? En fait, je vous ramène un tout petit peu dans le passé encore pour vous rappeler que quand les cellules OS, en fait, au départ, les cellules EC, donc qui étaient dérivées des tératomes, si vous vous rappelez, hein, et qui étaient quand même des cellules pluripotentes qui étaient capables de contribuer aux 3 feuillets germinales. Donc, il a été montré que si on prend une cellule EC ou une cellule ES et on la fusionne avec une cellule somatique différenciée, qu'est-ce qu'on arrive à produire? Alors, ce type de manip était fait en fait avec plusieurs types cellulaires, pas que avec les ES, mais différents types cellulaires. Les gens induisaient la fusion chimiquement avec le PEG et posaient la question, qu'est-ce qui se passe? Quel est le phénotype de la cellule hybride? Et alors, ce qui a été réalisé, c'était qu'il y avait une sorte de dominance où une cellule souvent imposait son phénotype sur l'autre parce que, clairement, elle avait les facteurs, la capacité de reprogrammer l'autre cellule pour que la cellule, on va dire, soumissive n'exprimait plus un certain nombre de gènes, et donc le phénotype était celle d'une des 2 cellules. Alors, dans les cas des ES, il est devenu clair assez rapidement que les ES sont toujours, ou quasiment toujours, la cellule qui domine. Quand on fusionne une cellule OS, une cellule EC avec un lymphocyte, un splénocyte ou une cellule neuronale, la cellule va devenir pluripotente. Elle est donc transformée en pluripotence. Et donc, une manière assez élégante que ça a été montré, ce processus de dominance et puis de reprogrammation, c'était une étude du labo de Tada en 2002, et ça c'est un exemple, mais où ils ont utilisé des cellules, des thymocytes, qui étaient dérivés d'une souris qui avait ce gène de pluripotence, OCT4, dont je vous ai déjà parlé, qui était fusionné à une protéine fluorescente. Donc comme ça, on pouvait regarder l'expression de ces gènes. Alors, dans les thymocytes, d'habitude, OCT4 n'est pas exprimé. Évidemment, c'est un gène qui est exprimé qu'au cours du développement et qui est important pour la pluripotence. Donc, dans la cellule somatique, OCT4 n'est pas exprimé. Et ils ont pris une cellule femelle, justement pour pouvoir regarder comment le chromosome X inactif se comportait au cours de cette expérience de fusion. Et ils ont fusionné la cellule femelle avec une cellule mâle ES. Et ils ont regardé avec quelle vitesse le gène OCT4 était exprimé, quelle efficacité. Et ils ont vu que juste 2 jours après fusion, et donc là, dans ce cas-là, les 2 noyaux fusionnent. Donc en fait, la cellule devient tétraploïde, hein, si vous voulez. Elle a donc le génome 2N du thymocyte et le génome 2N de la cellule ES. Et ils ont vu qu'effectivement, OCT4 était activé environ 2 jours plus tard. Et ici, vous voyez, ça c'est les cellules après fusion.
elles ont bien l'air des colonies de cellules ES, si vous vous rappelez ce que j'ai montré la semaine dernière. En tout cas, voilà, c'est des petites colonies des cellules ES. Et les cellules qui ont réactivé donc le gène OCT4 qui était présent que dans les thymocytes en forme fluorescente, on va dire, vous voyez que ces cellules réactives, elles ressemblent tout à fait comme les autres. Donc, morphologiquement, elles ressemblent à des ES. Et ce groupe et d'autres groupes ont fait des expériences semblables. Ils ont regardé d'autres gènes du réseau de facteurs de la pluripotence. Ils ont vu qu'effectivement, plusieurs gènes sont réactivés dans les thymocytes de manière très rapide. Même au bout de 24 heures, on voit certains gènes comme NANOG et d'autres qui sont activés. Donc c'est un peu plus rapide que OCT4, mais en fait, vous voyez ici, si vous vous rappelez, ça c'est le signe de la méthylation de la région régulatrice de ce gène. Et en fait, OCT4 est méthylé et donc très stablement inactif dans les thymocytes au départ. Mais après la fusion, il est réactivé, mais un peu plus lentement que certains d'autres gènes qui ne sont pas, eux, forcément associés à ce marque épigénétique. Même si ça, ce n'était pas clair à l'époque, mais il y a une différence de dynamique de réactivation de ce facteur-là. Donc l'idée, c'est qu'effectivement, les cellules ES contiennent des facteurs qui sont capables de surmonter ces marques épigénétiques, ces barrières épigénétiques, donc la chromatine inactive et répressive, et même dans une cellule extrêmement différenciée, comme un thymocyte, et d'activer les gènes de pluripotence et d'établir donc ce réseau de pluripotence pour que les cellules très vite se comportent comme si c'était des cellules ES. Et quand ils ont regardé l'état du chromosome X inactif dans ces cellules après fusion, ce qu'ils ont vu, c'était qu'effectivement, le X inactif est réactivé. Alors, le processus de réactivation n'a pas été regardé en très grand détail, mais ils ont vu que cette fameuse ARN existe, dont je vous ai déjà parlé, si vous vous rappelez, qui est responsable de la mise en place d'inactivation. En fait, il disparaît, on ne le voit plus décorer le chromosome. Donc, dans les thymocytes, on voit un nuage de cet ARN en rouge ici, et après fusion, on ne voit plus ce nuage, on voit juste un petit point qui est le gène qui s'exprime, c'est l'ARN du gène qui s'exprime, mais qui ne couvre pas le chromosome. Et donc, ce groupe et d'autres ont regardé les processus qui suivent et effectivement, il y a un changement au niveau de l'état chromatinien, il y a une réactivation des gènes, il y a une perte de la méthylation des régions promotrices des gènes sur le X, comme pour OCT4, il y a une perte de cette méthylation et il y a un changement dans le temps de réplication. Donc tout ça, c'est des caractéristiques du X inactif et puis d'autres régions qui sont inactives dans une cellule différenciée. Tout ça est réversé avec des vitesses plus ou moins importantes. Alors, le X inactif est réactivé, c'est clairement une des dernières choses à changer dans une cellule au cours de ce type d'expérience. Ça prend plusieurs cycles. Par exemple, pour changer le temps de réplication du X, il faut au moins 5 divisions cellulaires. Ça a été montré il y a très longtemps. Donc clairement, cette expérience de fusion montre que la cellule ES peut reprogrammer la cellule somatique avec laquelle elle a été fusionnée par plusieurs niveaux. Et donc, quand cette expérience elle a été aussi appliquée à des cellules ES humaines, que j'ai mentionnées la semaine dernière, qui sont aussi pluripotentes, même si elles sont différentes dans leur état que les cellules ES de souris, en tout cas, après fusion d'une cellule, un fibroblast avec une cellule ES humaine, il a été montré qu'effectivement, les cellules hybrides ont tout à fait l'air des cellules ES. Donc ici, c'est une colonie de cellules ES humaines, ici, c'est les fibroblastes, et ici, vous voyez l'hybride et qui exprime les marqueurs comme OCT4, etc. Donc, tout ça nous amène à la conclusion que ces cellules ES pluripotentes dérivées de la masse interne d'un blastocyste sont capables de réorganiser le réseau d'expression génique de n'importe lequel type cellulaire. Elles peuvent reprogrammer des états inactifs comme le X et des facteurs endogènes de pluripotence. Et du coup, on doit conclure qu'elle contient des facteurs qui sont capables de reprogrammer une cellule somatique. Donc, un petit peu le but ultime que John Gurdon nous a décrit aussi,
quels sont les facteurs qui sont capables de reprogrammer un noyau somatique dans un ovocyte. Ici, on voit qu'effectivement, une cellule pluripotente ES est capable de le faire. Peut-être pas tout à fait de la même façon, ça on va en parler la semaine prochaine, mais en tout cas, elle est capable de le faire. Donc d'où le rêve qu'effectivement, peut-être les ES pouvaient apporter la réponse à comment on peut reprogrammer une cellule somatique sans avoir à passer par un embryon. Alors, quels sont les facteurs qui sont capables de reprogrammer? Alors, tout de suite, les gens avaient pensé à des facteurs de transcription. Ils n'ont pas pensé à des récepteurs de surface de cellules. Ils n'ont pas pensé à des molécules de signalisation. Ils ont pensé à des facteurs de transcription parce qu'on savait déjà que certains des gènes dont je vous ai parlé, comme OCT4 et NANOG, étaient importants pour le développement précoce à ces stades-là. Et avec des tests génétiques, c'est-à-dire des délétions et autres, et surexpression, il a été montré que c'est ces facteurs de transcription qui sont quand même capables de programmer l'embryon tout au début dans les trois lignages, les trois décisions, le trophectoderme, l'endoderme primitif et l'épiblaste. Et donc, effectivement, quand on fait ce type d'expression de fusion, il a été montré que NANOG, un de ces facteurs de pluripotence, clairement peut augmenter l'efficacité de la reprogrammation. Il a été aussi montré que OCT4 est absolument essentiel pour la reprogrammation. Quand on prend une ES et un lymphocyte, si on délète OCT4, on ne peut plus reprogrammer ces cellules. Donc il y avait plusieurs pistes qui indiquaient qu'effectivement, les facteurs de transcription qui étaient spécifiques des cellules ES pour la pluripotence étaient essentiels pour la reprogrammation induite par fusion des cellules. Donc là, c'est un bref rappel des facteurs de transcription qui sont essentiels pour le réseau de pluripotence. Donc il y en a plusieurs, mais ceux dont je vous ai parlé la semaine dernière, OCT4, NANOG, SOX2 et KLF4, sont essentiels pour maintenir la capacité de la cellule de se différencier vers tout type cellulaire, donc les trois feuillets germinales, ectoderme, mésoderme et endoderme. Et ces facteurs sont aussi importants pour l'autorenouvellement des cellules, pour qu'elles continuent à se diviser de manière éternelle. Donc, l'idée, c'est que ce réseau d'expression des gènes est important pour permettre la prolifération et le survie de ces cellules, mais aussi pour empêcher les gènes qui, normalement, vont s'activer au cours de la différenciation. Donc, en fait, ce sont des activateurs et des répresseurs en même temps, un frein pour la différenciation et un stimulus pour la propagation dans un état pluripotente. Pardon. Et donc, ces facteurs peuvent se auto-réguler. Donc, OCT4, la protéine OCT4 régule le gène OCT4 et régule aussi les gènes non-OG, KLF2, 4, etc. Donc, en fait, l'idée, c'est qu'on peut, si on arrive à bien maintenir ce réseau de facteurs de transcription actifs, on peut maintenir les cellules dans un état pluripotente. Et alors ici, je vous montre tout à fait le gène OCT4 lui-même. Donc voilà le gène, voilà la région promotrice. Et comme je l'ai dit, la protéine elle-même, associée à plusieurs autres protéines qui font partie du réseau de pluripotence, sont importants pour l'expression d'OCT4. Et au cours de la différenciation, on diminue les niveaux via différentes voies d'un de ces facteurs ou de ces facteurs et on casse ce réseau et on peut déclencher donc la différenciation. Alors avec ces connaissances et avec le défi d'éviter d'utiliser les embryons, voilà Shinya Yamanaka, un médecin-chercheur japonais qui a étudié la médecine au Japon et qui est parti aux États-Unis faire un postdoc pendant plusieurs années. Et en rentrant au Japon, c'est très intéressant de lire la manière qu'il décrit un peu son retour. Il s'est senti, on va dire, un peu obligé de revenir vers des expériences très appliquées pour la médecine. C'était une frustration quelque part pour lui d'être forcé de partir dans ce voie, on va dire, médicale quand il était
en même temps un chercheur avec un intérêt. Et il avait un moment où il a failli repartir aux États-Unis, quitter le Japon. Et en fait, il dit que c'était en rendant visite à la clinique d'un ami, une clinique de fécondation in vitro, qu'il a regardé au microscope des embryons humains qui étaient en train de se développer avant réimplantation. Donc là, il s'agissait d'une clinique pour aider des couples, une clinique de FIV. Et en regardant et en réalisant tout ce qui était en train de se dire, parce que c'était la période effectivement des cellules OS, du clonage, il a réalisé qu'effectivement, il ne fallait pas utiliser des embryons pour faire la recherche. Il avait 2 filles lui-même et il dit que voilà, c'était à ce moment-là qu'il a réalisé qu'il fallait trouver un autre moyen. Et vu qu'il avait travaillé sur les cellules lui-même, et il était très inspiré par les expériences de Jamie Thompson, les premières cellules humaines, les expériences de hybrides dont je vous parlais, il s'est dit, mais peut-être ça sera relativement imaginable, simple, d'utiliser les ES pour pour identifier les gènes, les facteurs à partir des ES qui pourraient forcer la reprogrammation d'une cellule somatique. Si on pouvait forcer l'expression de ces gènes dans une cellule somatique, peut-être on pourrait la transformer en cellule OS. Donc ça semble tellement simple et logique comme idée à l'époque, mais clairement il fallait oser parce que ce n'était pas quelque chose qui était, comme je l'ai dit, tout à fait acceptable. L'idée qu'une cellule pouvait revenir en arrière dans son état était quelque chose qui n'était pas très, très accepté, même si les expériences d'hybrides indiquaient que c'était peut-être possible. Et donc voilà, l'idée c'était, est-ce que le réseau de facteurs de pluripotence pouvait, si exprimé dans une cellule somatique, transformer une cellule somatique en cellule ES. Et alors, Yamanaka est un excellent chercheur et médecin, mais aussi quelqu'un qui a toujours eu un esprit compétitif et sportif, et je pense que pour faire ce qu'il a fait, vous allez voir la série d'expériences en juste quelques années qui ont transformé la manière dont on pense des cellules OS, des cellules souches, parce qu'il a réussi effectivement à gagner le pari qu'il s'est mis lui-même à cette époque. Et il y a une revue qui a été écrite au moment où le prix Nobel a été accordé à lui et à John Gurdon pour ses expériences. Et il y a une revue dont le titre est La voie rapide et la voie longue jusqu'à Stockholm. John Gurdon, ça lui a pris 50 ans ou presque pour arriver à avoir, on va dire, la reconnaissance que ce qu'il avait trouvé était effectivement une reprogrammation totale, parce que son système était extrêmement difficile et parce que ça a pris des années pour que ça soit reproduit. Dans le cas de Yamanaka, ça n'a pris que 6 ans, donc la voie courte. Alors, donc, qu'est-ce qu'il a fait? Cette expérience très simple, très intelligente, il s'est dit, je vais regarder les gènes qui sont exprimés de manière ES spécifique. Quels sont les gènes qui ne sont exprimés que dans les ES? Donc évidemment, il y a les gènes connus, classiques, on savait déjà, parce qu'elles sont exprimées au cours du développement précoce, comme OCT4, SOX2 et NANOG. Et il avait aussi à l'esprit que d'autres gènes pourraient aussi être importants parce qu'il a été montré que dans le système des ES, si on manipulait certains gènes, on affectait la pluripotence. Donc il a fait une liste, en prenant les données publiées, une liste de 24 gènes. Alors, pourquoi que ces 24? Parce que ça aurait pu être un peu plus long. Ça reste quelque chose d'assez mystérieux, mais en tout cas, il a choisi 24. Il a utilisé un système pour livrer ces gènes par infection rétrovirale, qui était une voie assez efficace pour mettre le bout d'ADN qui n'était pas en fait le gène entier, mais la partie du gène exonique qui peut produire l'ARN. Donc en fait, il a utilisé ça comme approche parce que c'était relativement simple et à l'époque, c'était une des manières les plus efficaces qu'on avait pour transfecter ou infecter des cellules somatiques. Donc il a fait ça avec les 24 gènes, tous ensemble ou en combinaison. Et il a pris des cellules de souris, soit des cellules embryonnaires, on va dire, qui sont des cellules jeunes.
C'est un peu comme les manips de Gurdon, là où il prenait des cellules plus embryonnaires ou des cellules dérivées d'adultes, et ici des fibroblastes dérivés des queues de souris. Et donc l'idée était de voir s'il y avait une différence dans la capacité des jeunes ou des vieilles cellules d'être transformées en cellules ES. Et alors ce qu'il a fait, c'était poser la question, est-ce qu'on peut en fait induire un état pluripotente et autorénouvelant avec ces facteurs? Alors le système qu'il a utilisé, c'était d'utiliser des cellules qui avaient un marqueur. Donc ici, c'est un gène FBX15 qui est exprimé dans les ES, mais il savait déjà que ce n'est pas un gène qui est important pour les ES, c'est-à-dire si on le délète, on ne voit pas un effet. Donc en fait, il a utilisé ça juste comme une manière de lire si oui ou non la reprogrammation marchait, et surtout, le plus astucieux, c'est qu'il a mis un gène de sélection sous contrôle de ce promoteur. Et donc l'idée, c'est que si la cellule devenait pluripotente, elle allait exprimer ce gène qui pouvait être sélectionné, et donc du coup, il pouvait sélectionner des colonies de cellules qui survivaient quand il mettait la drogue dans la boîte de culture. Donc en fait, il a infecté ces cellules avec les 24 facteurs et il sélectionnait en même temps avec la drogue. Et ici, vous voyez une de ces boîtes de Petri où effectivement, il voit des colonies apparaître quand il a transfecté avec les 24 facteurs. S'il prenait un gène à la fois, il ne voyait pas de colonies. Et donc, en fait, il a conclu qu'avec les 24 facteurs, il était capable de transformer une cellule de fibroblaste en cellule pluripotente induite. Et comme vous voyez, la morphologie de ces cellules, donc ça c'est les cellules ES pluripotentes, ça c'est les fibroblastes, et ce sont les cellules induites. Elles ressemblent plus à des cellules ES qu'à des fibroblastes. Ensuite, il a pris des combinaisons de ces facteurs et il a pu montrer qu'il suffit de 4 facteurs ensemble, OCT4, SOX2, KLF4 et CMYC, pour reprogrammer les cellules. Donc, les 4 facteurs étaient capables d'induire cet état qui ressemblait à une cellule ES. Alors, la morphologie ne suffit pas. Il y a d'autres critères pour évaluer si oui ou non sont des vraies cellules ES. En fait, un des critères que j'ai mentionné déjà, c'est sa capacité d'autorenouvellement, l'expression des facteurs de pluripotence endogènes, pas ceux qui ont été utilisés pour infecter les cellules, mais les gènes endogènes de la cellule de fibroblaste induite. Les profils d'expression qui doivent être semblables à des cellules ES. Et la pluripotence, c'est-à-dire la capacité de différencier aux 3 feuillets germinales, qui est liée à cette capacité de créer des teratomes, c'est un test classique des cellules ES, et la capacité d'être transmise par la lignée germinale, c'est le test ultime. Si une cellule peut contribuer à la lignée germinale, alors ça veut dire qu'effectivement, elle est totalement pluripotente. Alors, en fait, les premières colonies IPS qui ont été isolées ne passaient pas tous ces tests. Alors, je vais vous montrer un petit peu en détail parce que c'était quand même, je dirais, le papier, le premier papier et je dirais le papier qui nous a tous étonnés tellement. Alors, ils ont mesuré la division cellulaire au cours du temps. Et ici, vous voyez une cellule de fibroblaste, elle se divise et puis elle s'arrête. En fait, elle ne peut pas se diviser éternellement, c'est une cellule différenciée, elle a une capacité limitée de division, donc très vite, la courbe arrête. Par contre, avec, les ES, ici, vous voyez, c'est des carrés, continuent éternellement, et les IPS, les clones IPS qu'ils ont étudiés, la même chose. Ils ont aussi regardé l'état de méthylation des gènes endogènes de pluripotence, comme OCT4 et NANOG. Alors, NANOG était déméthylé, comme dans les ES. Par contre, OCT4 n'était pas si déméthylé que ça. Dans les ES, ici, en fait, je vous montre parce que je me suis dit, il y a certains d'entre vous qui ne savent pas ce que c'est, ces petits carrés noirs et blancs. En fait, tout ce que ça montre, c'est l'état des différentes CPG au niveau de leur méthylation. Donc ici, si c'était
une molécule, un gène. Ici, vous voyez qu'il y a certains CPG qui sont méthylés en noir et certains pas en blanc. Quand c'est blanc, ce n'est pas méthylé. Quand c'est noir, c'est méthylé. Donc ici, c'est différentes molécules et on voit qu'effectivement, la plupart des CPG semblent être méthylés. Dans les OS, clairement, OCT4 est déméthylé. Donc, ce n'est pas tout à fait comme les OS. Et alors, qu'est-ce qui se passe au niveau des gènes? Quelles sont l'expression des gènes? Donc, ici, je vous montre le réseau de pluripotence, tous les gènes qui doivent être exprimés dans les cellules OS. Et en fait, ici, vous voyez les ES. Donc, ça, c'est différents gènes qui doivent être exprimés dans les OS, comme vous voyez ici. Donc, ça, c'est une expérience qui prend l'ARN et qui arrive à le détecter. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est une manip de RT-PCR, de transcription reverse et amplification. Donc, on peut voir l'expression de tous ces gènes dans les OS. Pas du tout dans les fibroblastes, donc les MEF ici. Par contre, dans les IPS, vous voyez que dans certains cas, oui, il y a une bonne expression, mais dans d'autres cas, non. Donc, en fait, c'est assez hétérogène. Donc, l'expression était semblable, mais pas identique. Et ici, c'est une manière plus sophistiquée de montrer ça. Donc, ici, c'est tout le génome, tous les gènes qui sont exprimés dans le génome des cellules IPS par rapport aux cellules ES. Et en fait, niveau d'expression haut ou bas, vert ou rouge. Et vous voyez qu'effectivement, les ES, ils ont un profil ainsi, et que les IPS, ils ont des profils quand même assez différents. Différents aussi des fibroblastes, mais pas identiques aux cellules ES. Donc, ce n'était pas tout à fait parfait, mais néanmoins, quand on différenciait ces cellules où on créait des tératomes, on pouvait créer des tératomes, mais quand on différenciait les cellules, on voyait que, effectivement, les trois feuillets pouvaient se développer. Et quand ces cellules ont été utilisées pour faire des chimères, en les injectant dans les blastocystes sauvages, pour voir jusqu'où ils pouvaient aller, en fait, ils s'arrêtaient vers jour 13 et demi. Donc, ils n'arrivaient pas à faire des chimères qui allaient plus loin jusqu'à la naissance. Donc, même si ces cellules qu'on appelle des cellules pluripotentes induites IPS sont semblables aux cellules ES, elles avaient plusieurs défauts, et en particulier, pas de production de chimères qui pouvaient naître, et bien sûr, pas de transmission dans la lignée germinale. Donc, la reprogrammation était peut-être là, mais elle était incomplète. Donc, ça, c'était le premier papier. Et très vite, un an plus tard, Yamanaka a attaqué la question en utilisant un différent système. Au lieu d'utiliser FBX15 comme le gène qui pouvait être sélectionné, il a utilisé le gène NANOG lui-même. Il a pris un BAX, en fait c'est un grand morceau d'ADN qui contient ce gène NANOG, et il a mis dans ce gène le marqueur fluorescent et le marqueur de sélection puromycine. Et il a créé des souris transgéniques avec ça, et à partir des fibroblastes de ces souris transgéniques, il a refait la même expérience avec les 4 facteurs, en fait avec plusieurs combinaisons encore une fois. Et là, il a obtenu non seulement des chimères, mais une transmission à la lignée germinale. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais les souris agouties que vous voyez ici, qui sont marrons, sont dérivées des cellules somatiques purement avec ce type de système de sélection. Donc ici, je vous résume tout ça. En fait, donc l'utilisation de NANOG comme test était beaucoup plus efficace, peut-être parce que NANOG montre un peu mieux l'état pluripotente, l'expression. Et puis surtout, une des possibilités qu'ils ont évoquées, c'est qu'ils ont laissé ça beaucoup plus longtemps, c'est-à-dire la sélection pouvait durer beaucoup plus longtemps. Et donc en fait, une sélection plus longue a fait que peut-être la reprogrammation était plus efficace, ils arrivaient à avoir plus de clones et de meilleure qualité. Néanmoins, l'efficacité est très très basse. Hein. C'était déjà bas et là c'est encore très très bas, donc 0,1% simplement, mais la qualité était meilleure. Et ici par exemple, vous voyez au niveau du promoteur d'OCT4, il y avait une déméthylation dans ces cellules IPS, contrairement aux cellules que je vous avais montrées tout à l'heure. Et donc l'expression des gènes aussi était beaucoup plus semblable aux cellules OS, et ils pouvaient créer des tératomes, évidemment, puisqu'ils ont arrivé quand même à créer des souris. Les tests de différenciation marchaient extrêmement bien. Mais
le problème ici, ce qu'ils ont réalisé, c'est que dans les souris qui sont nées à partir de ces cellules iPS, il y avait un très haut pourcentage de tumeurs. Donc 20% des nouveau-nés ont développé des tumeurs au bout de quelques semaines. Donc de 121 souris F1, ils ont eu 24 qui sont morts ou qui étaient tués parce qu'ils étaient déjà très faibles. Et ils ont vu que 17 de ces souris avaient des tumeurs au niveau du cou et d'autres types de tumeurs. Alors, ce n'est pas des tératomes, hein. Ce n'est pas le test de tératome dont je vous ai parlé. Là, c'est les souris créées à partir de ces cellules iPS, hein, dérivées des fibroblastes à l'origine. Mais ces souris développaient des tumeurs. Et alors, pourquoi ? L'idée, c'était qu'un des gènes qui a été utilisé parmi les 4 facteurs magiques était c-MYC. Et MYC est ce qu'on appelle un oncogène. C'est un gène qui, quand il est exprimé, va permettre une croissance, une division incontrôlée des cellules et va conduire vers la tumorigénèse. Donc MYC était connu comme étant un inducteur de tumeurs, mais Yamanaka l'avait utilisé au départ parce qu'il savait que c'était un des facteurs qui avait déjà été défini comme étant peut-être important pour le maintien de l'état des ES. Mais du coup, et clairement, ce n'était pas quelque chose qui était tout à fait aussi beau qu'imaginé avec l'utilisation de ce facteur. Donc Yamanaka, tout de suite après, a attaqué la question. Il a essayé de créer des cellules pluripotentes et des souris à partir de ces cellules iPS sans MYC. Et donc il a testé effectivement différentes conditions et il a montré qu'effectivement les 3 facteurs SOX2, KLF4 et OCT4, SOX2, KLF4 et OCT4 étaient capables d'induire les IPS, mais à une efficacité beaucoup moindre que ce qu'on obtient avec les 4 facteurs ensemble. Ici, vous voyez le nombre de colonies qui étaient positifs pour GFP et pyromycine, et ici avec les 4 facteurs, et quand ils prenaient les 3 facteurs sans MYC, l'efficacité était beaucoup plus basse. Mais ça marchait néanmoins, et donc du coup, en plus avec la création des chimères, etc. Donc effectivement, la reprogrammation marche même sans cet oncogène. Alors, un point qu'il a soulevé, qui est important à garder en tête, c'était que même s'ils n'ont pas rajouté MYC comme facteur exogène, le gène c-MYC est présent dans le génome des souris, des individus, et ils ont montré qu'ils avaient quand même une augmentation du niveau de MYC endogène d'environ 20%. Donc peut-être effectivement la présence de OCT4, SOX2 et KLF4 induit un état de pluripotence en utilisant, on va dire, MYC endogène, augmentant les niveaux. Donc ça veut dire qu'effectivement, peut-être ce type d'approche induit une expression de MYC endogène. Et ça, c'est quelque chose à garder en tête pour éventuellement la suite. Alors, le point le plus important, évidemment, c'est que ces souris, nées à partir de ces IPS programmées avec les 3 facteurs sans MYC, ne développent pas du tout des tumeurs. Ici, avec MYC et ici sans MYC, il n'y a pas du tout de développement de tumeurs. Donc, l'autre problème avec la stratégie de Yamanaka à l'époque, c'était l'utilisation des rétrovirus. Donc, les rétrovirus, c'est des morceaux d'ADN exogènes avec le gène d'intérêt introduit, et ils peuvent s'intégrer, ils s'intègrent dans le génome. Donc, évidemment, ça aussi, ça peut poser un problème parce que l'intégration de ce type de virus peut avoir un effet mutagène et donc créer d'autres problèmes de carcinogénicité. Et en fait, nous savons maintenant, très vite, Yamanaka et des groupes américains ont développé des systèmes pour délivrer les facteurs de pluripotence sans utilisation des rétrovirus. Et vous allez voir à la fin qu'on n'a même pas besoin d'ADN maintenant pour la reprogrammation. Mais en tout cas, à l'époque, c'était important aussi de dépasser cet éventuel problème. Donc ici, la question, après ces premières expériences faites chez la souris, qui ont été faites par Yamanaka et très vite par d'autres groupes aussi, c'est à quel point on peut utiliser cette approche sur les cellules humaines et sur d'autres types cellulaires, sur d'autres cellules somatiques d'autres mammifères. Et donc ici, je vous montre schématiquement de quoi il s'agit. Par exemple, s'il s'agit de
d'un être humain ou d'un animal en captivité ou en voie d'extinction. On peut prendre une biopsie de peau. L'idée, c'est de faire pousser la peau, les cellules primaires en culture un tout petit peu. Donc on isole des fibroblastes. Et avec le cocktail de Yamanaka, on peut donc les infecter avec ces 4 facteurs ou même avec les 3 facteurs et voir l'apparition quelques semaines plus tard, par ce processus qui restait et qui reste encore assez magique, hein, l'apparition de cellules pluripotentes induites. Et quand on a un anog fusionné à un facteur de fluorescence, on peut suivre l'activation de ce facteur comme une indication de la reprogrammation de ces cellules. Alors, Yamanaka a fait cette expérience dans les cellules humaines. Le groupe de Jamie Thompson, qui était celui qui avait dérivé les premières cellules ES humaines, a aussi fait l'expérience. Il n'a pas utilisé MYC. Lui, il a utilisé un autre facteur, Lin28, qui a marché aussi bien. Mais en fait, Lin28 remplace MYC parce que c'est un régulateur de MYC. En fait, Lin28 est un facteur qui s'associe à l'ARN et qui régule MYC via un microRN dont je ne vais pas vous parler aujourd'hui, mais en tout cas, c'est un régulateur de MYC. Donc, même si ce n'est pas le facteur MYC l'oncogène, ça passe quand même par cette voie. En tout cas, les 2 groupes ont réussi à créer des cellules pluripotentes induites chez l'humain. Donc, elles avaient la morphologie des cellules ES humaines. Elles étaient capables de se auto-renouveler, comme chez la souris, ça a été montré. Elles avaient des transcriptomes, c'est-à-dire l'expression génique qui ressemblait beaucoup à des cellules ES humaines, et les marqueurs correspondants. Le promoteur de OCT4 a été hypométhylé. Elles étaient capables aussi de créer des tératomes. Donc ici, je vous montre juste la morphologie de ces cellules. Donc ici, il s'agit des cellules au cours de leur reprogrammation qui forment des colonies comme les OS. Ici, c'est une colonie qui n'est pas devenue une cellule IPS. Ici, c'est une cellule IPS qui ressemble pas mal à une cellule ES. Et en fait, ici, c'est une cellule qui est au cours de différenciation. Et ici, ce sont les fibroblastes à l'origine de l'expérience. Donc, les facteurs appropriés étaient exprimés dans ces cellules IPS, comme NANOG et d'autres facteurs. Et comme je l'ai dit, en utilisant ces cellules, et donc maintenant en les implantant chez la souris, des tératomes pouvaient être développés des 3 feuillets germinales, montrant qu'effectivement, ces cellules étaient capables de se différencier de manière pluripotente. Alors, les cellules IPS et les cellules ES humaines ne sont pas identiques. En fait, les cellules IPS semblent être à un stade un peu plus avancé, on va dire, dans leur état de différenciation, même si elles sont pluripotentes. Et ça, Claire Rougeul, quand elle va vous présenter, je pense, va parler un tout petit peu de ces différences. Je vais revenir sur ça, mais en tout cas, globalement, on peut dire que les 2 types de cellules sont pluripotentes, mais les cellules ES humaines ont peut-être une capacité moindre ont un état différent. Alors, une chose évidente, c'est qu'effectivement, on ne pouvait pas faire le test ultime, comme on l'a fait chez la souris, de créer des souris chimériques et de voir la transmission dans la lignée germinale. Donc, pour les ES humaines, ça ne sera jamais fait, on espère. Mais en tout cas, clairement, toutes les autres caractéristiques montraient qu'elles étaient des cellules quasiment semblables aux cellules ES. Mais il y a peut-être des différences dont on ne voit pas forcément avec ce type de test. Alors, je voulais juste faire très rapidement un résumé des différentes espèces où maintenant ce type d'approche a été utilisé. Donc, très rapidement, en fait, ils ont essayé de reprogrammer. Je dois dire que chez certains mammifères, on n'arrivait pas à dériver des cellules ES en culture. La souris semblait être assez particulière. Donc déjà que chez l'humain, on a réussi à dériver ces cellules ES à l'époque, c'était quelque chose de très important. Mais chez d'autres espèces, on n'arrivait pas à dériver des cellules qui pouvaient être gardées en culture, être pluripotentes. Donc la capacité de les créer avec les facteurs ouvrait des portes importantes. Et donc, par exemple, les cellules IPS de rats ont été créées très rapidement en utilisant cette stratégie.
Et aussi, par exemple, à partir des singes, comme le singe qui est utilisé très souvent pour l'expérimentation, les singes macaques de Rhesus, là, en fait, ils ont réussi à créer des cellules pluripotentes qui ont un aspect, une physiologie très semblable aux cellules ES humaines. Donc, effectivement, la capacité de reprogrammer quasiment n'importe laquelle cellule somatique avec ces 4 facteurs, ou même 3, même si c'est moins efficace, ouvrait des portes très très intéressantes. Déjà, chez les animaux, par exemple, les voies de thérapie, parce qu'on pouvait effectivement utiliser ce type de cellules en le différenciant spécifiquement vers une voie ou une autre, comme je l'ai mentionné tout au début, créer des cellules qui pouvaient être utilisées pour soigner. C'est encore l'idée. Et on peut imaginer aussi que pour des animaux qui sont presque en voie d'extinction, on pouvait créer des IPS comme une manière de les sauver, comme je l'ai mentionné lors du premier cours avec le clonage. Donc l'idée, c'est qu'en créant des IPS à partir de ces animaux, on pouvait déjà, on va dire, les garder en culture pour étudier justement le développement et certains aspects liés à des maladies. Mais l'idée, c'était de manière ultime, ces IPS pouvaient être réimplantés pour créer des animaux issus de ces IPS, créer des animaux qui pouvaient éventuellement augmenter et diversifier la population. Donc c'est quelque chose qui a été essayé. Donc, pour deux espèces en voie de disparition, donc je ne sais pas comment on dit en français, mais c'est le drill et le rhinocéros blanc du Nord en Afrique, tous les deux en Afrique. Donc pour ces 2 animaux, les cellules IPS ont été créées avec succès, donc avec les caractéristiques attendues des cellules ES. Alors, l'étape qui n'a pas encore été accomplie, évidemment, c'était de pouvoir utiliser ces cellules IPS pour générer des individus. Et ça, c'est quelque chose qui, avec les techniques de reproduction assistée, on espère un jour va peut-être être faisable, soit en utilisant les mêmes animaux ou avec les animaux, on va dire, porteurs qui sont proches, des espèces qui sont très proches, qui pourraient être utilisées comme des porteurs. En tout cas, si je fais un résumé de ce que je viens de vous dire ici, à la suite de ces premiers papiers de Yamanaka, où il a défini ces 4 facteurs de transcription qui étaient importants et suffisants pour la reprogrammation nucléaire des cellules somatiques, pour faire ces cellules induites pluripotentes. L'efficacité était basse, comme je l'ai dit, 0,1 à 2% maximum, donc très inefficace, mais extrêmement reproductible. Et ça, c'est, je pense, le point très important, c'est qu'en 1 an, 3 groupes dans le monde ont réussi à reproduire ces expériences. Donc ça montre que, effectivement, la manière que les expériences ont été faites et le protocole tel qu'il a été publié par Yamanaka était tout à fait reproductible et donc très rassurant, et le domaine a explosé en quelques années. Alors, comme je l'ai dit, les IPS ressemblent à des ES à plusieurs niveaux, mais une des questions qui restait était est-ce qu'elles étaient vraiment équivalentes ou est-ce qu'elles gardaient quand même une certaine mémoire de l'histoire somatique. Donc je vais revenir sur ce point dans un instant. Et donc l'idée, c'est effectivement, est-ce que finalement ces cellules sont totalement pluripotentes et peuvent de nouveau créer n'importe lequel organe ou est-ce qu'elles ont une certaine mémoire. Et l'autre point était pourquoi pourquoi le processus est si inefficace. Donc ça, c'est aussi un point que je vais élaborer. Alors, une question qui est sortie à ce moment, évidemment, c'était pourquoi ces 4 facteurs. Par exemple, le nanog ne fait pas partie des facteurs qui étaient essentiels. Pourquoi ces 4 facteurs? Alors ça, c'est encore un peu mystérieux. Pourquoi à l'époque ces 4 facteurs étaient essentiels? Alors, les 3 facteurs les plus essentiels, OCT4, SOX2 et KLF4, sont tous des facteurs de transcription, comme je l'ai dit, qui sont importants au cours du développement et qui sont importants effectivement pour réprimer certains lignages et qui sont importants pour activer des gènes dans les ES. Donc on pense qu'effectivement, surtout OCT4 et SOX2 sont peut-être les 2 facteurs vraiment clés pour permettre ce réseau
de pluripotence de se mettre en place. Alors, CMYC, cet oncogène, je vais vous dire plus la semaine prochaine, mais on pense qu'il est juste un facilitateur de la reprogrammation. Effectivement, ce n'est pas un facteur qui va s'associer à des promoteurs des gènes ou à des enhancers, mais c'est un facteur qu'une fois qu'un gène est associé avec ce type de facteur, il va permettre le remodelage de la chromatine, il va permettre la transcription de manière plus efficace. Donc voilà les 4 facteurs tels qu'ils étaient connus à l'époque. Et donc ici, je vous montre juste, pour que ça ne soit pas une boîte noire entière, parce que la semaine prochaine, je vais élaborer beaucoup plus sur le processus de reprogrammation mécanistiquement. Mais en tout cas, l'idée, c'est qu'effectivement, au cours de cette phase de 2-3 semaines un peu magique, cette boîte noire où on infecte ou on transfecte ces 4 facteurs dans une cellule somatique, et 2-3 semaines plus tard, on a des cellules pluripotentes induites qui apparaissent. Qu'est-ce qui se passe ? On pense qu'effectivement, il y a au moins 2 phases dans ce processus et que les facteurs comme OCT4, SOX2 et KLF4 sont capables de s'associer à des promoteurs de gènes, des gènes qui sont importants pour les ES, mais pas immédiatement. Et donc, en fait, il y a un moment où ces facteurs sont présents, mais ne jouent pas le rôle de réactivateur des gènes ES, mais ils jouent un rôle dans éventuellement la répression des gènes qui sont somatiques. Et CMYC, comme je l'ai dit, lui-même, tout seul, il ne peut pas en fait aider. On pense qu'effectivement, les facteurs OCT, KLF4 et SOX2 sont des facteurs de transcription, mais qui ne sont pas vraiment des pionniers. Je vais revenir sur ce point dans un moment. Ils ne peuvent pas s'associer quand la chromatine est complètement fermée. Mais quand la chromatine est ouverte, ces facteurs peuvent arriver et peuvent commencer la transcription. Et un peu plus tard, il y a un processus, on va dire, assez magique qui apparaît, qui les permet d'aller activer ensuite les cellules, les gènes qui sont importants dans les ES. Donc, il y a la notion qu'effectivement, il y a des barrières épigénétiques qui doivent être surmontées. Mais je dois dire, et vous allez voir ça à la fin, que chacun de ces facteurs maintenant peut être remplacé par d'autres facteurs. On sait maintenant que les 4 facteurs ne sont pas indispensables. On peut rajouter d'autres facteurs de transcription ou de micro-ARN qui régulent, eux, des facteurs, ou même des molécules chimiques qui peuvent interférer ou promouvoir certaines actions des modificateurs de la chromatine. Et donc, en fait, on peut remplacer ces facteurs pour arriver à une pluripotence induite. Mais je vais revenir sur ça plus tard. Alors, est-ce que les IPS sont réellement équivalents aux cellules ES ? Donc ici, je vous montre en fait l'état d'une cellule totalement différenciée, où il n'y a pas une expression des gènes de pluripotence. Les gènes de la cellule différenciée sont exprimés. Et en fait, avec l'expression des facteurs de Yamanaka, on passe par cette phase où effectivement les gènes de différenciation commencent à baisser dans leur expression, les gènes de pluripotence commencent à s'exprimer. Et en fait, maintenant, on réalise que la plupart des cellules IPS qui sortent de cette expérience sont en fait des cellules qui sont un petit peu reprogrammées, ou même beaucoup, mais qui ne sont pas totalement équivalents aux cellules ES. Et il y a juste une petite sous-population ou fraction de ces clones qui sortent, qui sont réellement équivalents aux cellules ES. Donc, la question, c'est pourquoi c'est si inefficace. Alors, pour les cellules ES humaines, la situation, comme je l'ai dit, est un petit peu différente parce que les cellules ES humaines sont différentes moléculairement à certains niveaux des cellules ES murines. Mais en tout cas, comme le cas chez la souris, les cellules induites pluripotentes ne sont pas complètement identiques, mais elles sont quand même assez similaires. Je pense, et ça peut-être Claire peut me corriger, je pense que finalement, la comparaison des cellules IPS chez l'humain avec les cellules ES a montré moins de différences que ce qui est obtenu chez la souris. Mais ça dépend du labo, de la lignée, etc. Alors pourquoi c'est si inefficace ? Je vais revenir sur ça la semaine prochaine, les barrières épigénétiques et les différentes étapes. Comme je l'ai dit, ça prend 2 à 3 semaines. L'idée, c'est qu'au départ, la cellule ou les cellules qui sont affectées ou transfectées avec les facteurs de Yamanaka sont toutes assez équivalentes, ou peut-être pas.
mais qui a une phase qu'on appelle stochastique, où en fait certains gènes et donc certains phénotypes peuvent ou pas être vus, être exprimés. Et que peut-être il y a cette phase de stochasticité où en fait les facteurs peuvent ou pas agir de manière efficace pour commencer la reprogrammation. Alors au début, il y avait l'hypothèse que peut-être dans cette population, il n'y a que certaines rares cellules, les cellules élites, on va dire, qui sont reprogrammables. En fait, maintenant, je pense que tout le monde est d'accord qu'on peut dire qu'il n'y a pas une cellule, il n'y a pas une type cellule élite dans une cellule somatique, parce que même les cellules très différenciées peuvent être reprogrammées de cette façon. Aussi parce qu'avec le temps, la reprogrammation continue, augmente. Bon, néanmoins, la semaine prochaine, vous allez voir qu'effectivement, il y a des caractéristiques des cellules qui peuvent faciliter la reprogrammation, mais on ne pense pas qu'il s'agit que des cellules élites. Toutes les cellules peuvent être reprogrammées, mais après infection des facteurs OSKM, il y a cette phase de stochasticité où il y a une augmentation de la prolifération et il y a certains changements qui se passent du point de vue métabolique et autres dans les cellules. Et ensuite, il y a une phase qui est la phase qui prend du temps et dont on ne connaît pas tout à fait le caractère. Et après cette phase, on va dire intermédiaire, où les facteurs de pluripotence endogènes doivent être activés, on passe dans la phase qu'on appelle déterministique, c'est-à-dire où là, en fait, le programme de pluripotence est mis en place de manière efficace. Donc, voilà comment les gens pensent à ces processus. Et quand on prend des cellules IPS de passage précoce, effectivement, elles ont tendance à se différencier, quand on induit la différenciation, vers le lignage d'où elles viennent. Donc, elles gardent une mémoire tout au début de là où elles sont venues. Et il était remarqué qu'effectivement, si on les cultive pendant plus longtemps, les IPS sont cultivés pendant plusieurs passages, c'est-à-dire divisés, redivisés, piqués. Après, en fait, elles peuvent perdre cette mémoire et ensuite devenir réellement pluripotentes. Donc l'idée, c'est qu'effectivement, au début, les cellules sont que partiellement reprogrammées. Elles ne sont pas pluripotentes. Elles n'ont pas encore activé les gènes endogènes. Elles ont besoin encore d'avoir l'expression des facteurs exogènes, les gènes exogènes qui ont été rajoutés. Ensuite, il y a cette phase précoce où elle garde un tout petit peu la mémoire de la cellule d'où elle vient. Et là, effectivement, il y a encore peut-être de la méthylation au niveau des promoteurs, etc. Donc, en fait, il faut les garder en culture un tout petit peu plus. Et ensuite, on arrive à un passage tardif où, effectivement, peut-être elles ont effacé complètement le bagage de leur histoire. Et alors, quel type de bagage et comment c'est effacé, ce sont des points qu'on va étudier la semaine prochaine dans le cours qui va se consacrer sur les mécanismes. Bon, en tout cas, pour résumer comment on imagine que ça se passe, mais comme la semaine dernière pour la reprogrammation développementale, au cours du développement, en fait, il faut, dans la lignée germinale, il faut réprimer le programme d'expression génique somatique et activer le programme pluripotente. Donc, en fait, au cours de la pluripotence induite, on imagine que c'est la même chose. Il faut réprimer les gènes qui sont spécifiques aux cellules, mais en même temps, il faut commencer à activer les gènes qui sont importants pour la pluripotence. Et donc, est-ce que c'est épigénétique? On pense que clairement oui, parce que quand on interfère avec les mécanismes épigénétiques comme la méthylation, comme la chromatine, on peut augmenter des fréquences d'efficacité et d'obtention IPS de jusqu'à 10%, ou même récemment, il a été montré que pour certains facteurs de la chromatine, vous allez voir ça la semaine prochaine, jusqu'à 100%. Donc effectivement, quand on enlève les barrières, les cellules peuvent remonter le paysage de Waddington. Donc voilà la diapo que je vous montre à chaque fois. Donc une cellule somatique peut effectivement remonter et devenir pluripotente de manière efficace si on élimine certaines de ces marques épigénétiques de ces barrières. Alors, comment surmonter ça? Comme je l'ai dit, on va discuter ça de la semaine prochaine. Mais un processus qui, comme je l'ai mentionné dans les hybrides, les fusions entre ES et cellules somatiques, un processus qui est pas mal pour suivre ce processus
processus de reprogrammation, c'est l'état du chromosome X inactif, donc qui est inactivé dans les cellules somatiques, mais qui est actif dans des cellules totipotentes ou pluripotentes. Et donc là, je vais très brièvement résumer les deux papiers qui ont touché à cette suivi, et c'est Claire Rougeol tout à l'heure qui va vous parler plus, je pense, de ça. Donc en fait, les groupes américains ont pris, et le groupe de Yamanaka aussi a fait des expériences semblables, ils ont pris des cellules somatiques femelles, comme ce que je vous avais montré tout à l'heure pour les hybrides, et ils ont reprogrammé avec les facteurs de Yamanaka et étudié l'état du X. Et effectivement, ils ont montré que certains des clones IPS, pas tous, mais les meilleurs, on va dire ceux qui étaient totalement reprogrammés, montrait une réactivation du X, donc une perte de l'expression de XIS, cet ARN. Donc ici, vous voyez en vert l'ARN XIS, et vous voyez qu'il y a une perte de cette expression et une réactivation des gènes sur le X, comme ce gène PGK que vous voyez en rouge, qui est éteint dans la cellule de fibroblaste, mais qui se réactive après dans les IPS. Donc effectivement, au cours du processus d'IPS, comme dans les fusions avec quand on a fait les hybrides, il y a une réactivation du X. Alors, ce qu'ils ont fait aussi dans cette étude, c'est prendre ces cellules IPS et regarder après si on induit l'inactivation de cette cellule, c'est-à-dire on va encore en arrière, est-ce qu'on garde mémoire de l'état du X dans la cellule d'origine, et ils ont montré que non, effectivement, l'inactivation du X devient aléatoire. Donc, c'est quand même très efficace comme processus de reprogrammation dans ces cellules IPS en question, qui est le contraire de ce que je vous avais montré avec le chat Rainbow et Carbon Copy, si vous vous rappelez, avec les expériences de clonage. Dans cette expérience ici, on arrive à créer une cellule IPS qui peut être inactivée de manière aléatoire, soit un X, soit l'autre, même si, comment dire ça, et ce n'est pas une fonction du X qui est inactif. Alors, ce n'est pas le cas toujours, et en particulier dans les cellules IPS humaines, c'est là où la surprise était que, effectivement, quand on prend une cellule humaine et on la reprogramme avec les facteurs de Yamanaka, en fait, elle garde un X inactif. Il n'y a pas de X, pardon, et là il y a une erreur, en fait, normalement c'est un X inactif, il n'y a pas de réactivation du X. Ils ont montré ça en regardant l'expression de XIST et aussi des gènes, mais en fait, et ce qui a été réalisé, et là Claire est une des grands spécialistes de ce domaine, en fait l'état semble être extrêmement variable. On a des cellules IPS avec un X inactif, avec XIST et certaines marques, on a d'autres cellules où XIST n'est plus là, mais le X reste inactif, et on a même des cellules où peut-être le X devient actif. Donc en fait c'est une situation beaucoup plus, on va dire, hétérogène. Est-ce que c'est parce que la reprogrammation ne marche pas si bien que ça dans les IPS humaines? On pense que non. C'est parce qu'en fait, les cellules ES humaines, comme je l'ai rappelé, ne sont pas la même chose que les cellules ES murines. Et c'est le même pour les IPS, on pense. Et dans l'embryon humain, comme je l'ai mentionné la semaine dernière, on pense qu'effectivement, l'état du X inactif ou du X dans la masse interne n'est pas tout à fait la même que dans un embryon de souris. Donc il y a des différences dans l'état du X dans les cellules ICM, de l'ICM de l'embryon, dans les OS et dans les IPS. Donc c'est très intéressant, mais effectivement c'est très différent de ce qui se passe chez la souris. Alors, donc là, je vais vous faire un résumé des perspectives des cellules IPS. Donc, je vous ai montré qu'effectivement, on peut les dériver de manière assez facile et reproductible de différents types cellulaires et avec des différents mammifères. Donc, évidemment, ça ouvre plein de possibles voies thérapeutiques. Et je vais parler de ça lors de mon 5e et dernier cours, où je vais vous parler de toute l'activité extrêmement intense pour exploiter ces cellules en les utilisant par différenciation in vitro pour créer effectivement différents types cellulaires qui peuvent ensuite être utilisés pour la thérapie chez l'humain. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez, comme je l'ai dit, c'était inimaginable il y a même juste quelques années.
on peut aussi les utiliser, évidemment, pour étudier le développement. Même dans les espèces où on n'avait pas la capacité de dériver des ES efficacement, maintenant, on a la possibilité d'étudier certaines étapes du développement. Et en dérivant des cellules iPS à partir de patients, on peut aussi étudier pourquoi et comment un défaut donné, un défaut génétique, peut conduire à une maladie dans une boîte de Petri. Bon, évidemment, il y a certaines maladies qui ne peuvent pas être suivies dans une boîte de Petri, mais en tout cas, on peut étudier au moins les mécanismes moléculaires qui pourraient être perturbés dans ces situations. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que jusque-là, on n'avait que les modèles murins et quelques autres modèles animaux, mais là, on peut réellement regarder comment la différenciation et le développement des cellules humaines se passent pour comprendre les maladies humaines qui doivent quand même être assez spécifiques à des espèces. Évidemment, ce type de cellules peut aussi être utilisé pour tester différents types de molécules, des drogues, pour des traitements, pour l'expression ou la répression de certaines voies. Donc ça, c'est quelque chose il y a une explosion de littérature. Pour faire aussi des cribles, pour identifier des nouveaux acteurs impliqués dans différents processus. Et enfin, on peut aussi utiliser ces cellules, comme les OS, pour faire la modification génétique in vitro. Donc on peut modifier le génome, corriger par exemple des mutations, et ensuite utiliser ces cellules, éventuellement, si c'était possible, pour la thérapie chez l'humain, s'il s'agit par exemple des cellules neuronales pour traiter la maladie de Parkinson ou autre. Mais en fait, un grand souci avec ce système, même si ça évite complètement l'utilisation des embryons humains, est l'efficacité et comment on appelle ça, la sûreté, safety, sécurité, merci. Voilà. Et donc ça, c'est quelque chose qui est toujours très à l'esprit des chercheurs et des médecins. Et donc, lors du 5e cours, on va parler pas mal des tests ou des types d'évaluations qui sont mis en place pour déterminer si les cellules iPS sont adéquates. Et un point aussi qui reste toujours un petit peu en tête, c'est est-ce que les iPS, parce qu'elles sont pluripotentes, parce qu'elles ont été créées avec ce type de cocktail, pourraient quand même avoir un risque de cancer. Même si on enlève NIC, il semblerait, dans des papiers qui utilisent les IPS chez la souris en tout cas, qu'il y a un risque plus important de cancer avec les cellules pluripotentes induites. Donc chez la souris, là je parle. Donc c'est quand même quelque chose qu'il faut garder en tête. Et du coup, il y a un énorme effort pour essayer d'améliorer et l'efficacité et la sécurité de ce type de cellules. Donc je vais parler un petit peu, pas mal, lors du 5e cours, mais je mentionne quand même certains points. Donc on peut, comment dire ça, donner les facteurs de transcription dont j'ai parlé de manière plus efficace, exprimer par exemple les facteurs endogènes. On peut traiter pour augmenter l'efficacité, pour perturber les barrières épigénétiques. On peut améliorer les conditions de culture, c'est un point très important, mais que je vais traiter au 5e cours. En tout cas, pour améliorer la manière qu'on induit les facteurs de pluripotence, il y a eu une panoplie de papiers qui sont sortis. On passe des rétrovirus ou l'antivirus, mais qui ont quand même un risque. Il y a aussi l'utilisation de plasmides qui s'est passé quelques temps plus tard. Normalement, les plasmides, c'est des petits bouts d'ADN qui ne vont pas forcément s'intégrer, mais il y a quand même un risque. Plus récemment, il y a eu l'utilisation d'une astuce qui est d'utiliser un facteur lui-même de transcription, un facteur qui peut s'associer à l'ADN très efficacement, qu'on peut nous-mêmes dessiner, qui permet d'activer les facteurs endogènes. Donc on ne rajoute pas de facteurs exogènes, simplement on va activer, réveiller les facteurs endogènes. Voilà, il y a eu pas mal de différents types d'approches. Pour les barrières épigénétiques, il y a des traitements dont je vais vous parler la semaine prochaine, comme le traitement à la vitamine C, qui augmente l'efficacité aussi.
on joue avec la chromatine, comme je l'ai dit, aussi pour augmenter l'efficacité. Et là, la dernière nouvelle, c'est que peut-être on n'a même pas besoin d'avoir des facteurs exogènes ou de jouer avec l'activation des gènes endogènes. On peut traiter simplement avec des molécules. Donc, c'est comme des produits chimiques. On va traiter les cellules et on va reprogrammer. Et donc, il y a un papier qui est sorti où il y a 7 molécules qui peuvent être utilisées, qui permettent une reprogrammation en cellules pluripotentes induites. Donc, ça, c'est super parce qu'effectivement, on ne va pas introduire d'ADN ou même d'ARN dans ces cellules. Le problème, c'est que c'est quand même extrêmement inefficace. C'est, je pense, une fréquence de moins de 0,2%. Mais en tout cas, ça marche. Et là, la dernière nouvelle est que même en stressant la cellule, une cellule somatique, on peut l'induire en pluripotence. Alors, quand j'ai commencé mes cours cette année, ce papier est sorti et je me suis dit, c'est magnifique, je vais faire tout un cours juste sur ça. Parce qu'en fait, en changeant le milieu de culture des cellules en un milieu un peu plus acide, il a été reporté qu'on peut induire la pluripotence. Les gens se sont dit, c'est incroyable, mais pourquoi pas? Et alors depuis, et comme quoi dans ce domaine les choses avancent très 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 vite, il y a donc plusieurs laboratoires qui ont essayé de reproduire ces expériences et qui n'arrivent pas. Donc peut-être c'est parce que le protocole n'était pas suffisamment bien détaillé, peut-être c'est parce qu'il y a eu d'autres problèmes, donc c'est quelque chose qui est extrêmement controversé actuellement. Et contrairement aux manip de Yamanaka, qui en un an, 3 autres papiers sont sortis de d'autres labos et c'était extrêmement reproductible, là, clairement, ce n'est pas le cas. Donc, je pense que ça, c'est à prendre avec un point d'interrogation. En tout cas, voilà ce qu'on avait pu apprendre avec les facteurs de Yamanaka et l'induction de la pluripotence. Alors, je voulais quand même mentionner quelque chose qui va m'amener à la fin de mon cours. Donc, les facteurs de transcription, ces 4 facteurs, comme je l'ai dit, peuvent être remplacés par d'autres facteurs. Donc, à l'époque, différents labos ont testé différents facteurs de transcription du réseau pluripotent. Et ils ont réalisé qu'effectivement, les facteurs de pluripotence pouvaient se remplacer ou les régulateurs de ces facteurs. Et alors, la surprise est arrivée il y a juste un an, où en fait les gens ont pris pas les facteurs de pluripotence, mais des facteurs de transcription qui étaient spécifiques à des voies particulières, à des lignages, c'est-à-dire à la différenciation. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont vu? C'est qu'en fait, si on prend les facteurs de transcription pour la voie de mésoderme et la voie d'ectoderme, et on les exprime en même temps dans une cellule somatique, on induit la pluripotence. Alors là, effectivement, je pense que ça a pas mal secoué la réflexion dans le domaine. Alors, les 2 papiers qui ont décrit ce type d'expérience ont décrit qu'effectivement, il faut que les 2 lignages soient activés en même temps pour que la pluripotence en fait, soit induite. Et on savait déjà que les facteurs OCT4 et SOX2, comme je l'ai dit, étaient là pour réprimer ce type de gène. Et donc là, l'idée dans ces papiers, c'est que ces spécificateurs de différentes voies, de Alternative Lineage Specifiers, ensemble pouvaient quelque part se auto-neutraliser et générer un état de pluripotence. Donc les détails moléculaires sont loin d'être compris, ça vient d'être publié, mais l'idée c'est que la pluripotence finalement c'est une sorte d'équilibre entre les forces de différenciation. Alors, contrairement à ce qui est pensé par certains, comme Austin Smith, que l'état de la pluripotence est ce qu'on appelle le ground state, donc ce réseau de auto-régulation entre les facteurs de pluripotence, ces auteurs proposent que peut-être, en fait, l'état de pluripotence, c'est juste un équilibre entre les différentes forces de différenciation, et que si on le bascule vers une voie ou une autre, on va se différencier, mais en fait, si on arrive à auto-neutraliser entre les différentes voies, on arrive à un état de pluripotence. Donc, ce qui est bien avec ce type d'approche, c'est que
ça propose des prédictions testables, des hypothèses testables qui sont en train d'être testées pour voir si c'est le cas. En tout cas, je voulais mentionner ce travail parce que ça mène à la dernière partie, ou les dernières diapositives de ma présentation. Le point concerne les facteurs de transcription et leur puissance dans toute cette affaire. Et alors là, je vous ramène très en arrière. Je voulais vous montrer qu'effectivement, avec des facteurs de transcription, on peut convertir une cellule en une autre. Et les premières observations qui ont indiqué ce type de transformation étaient faites, en tout cas chez les mammifères, par Peter Jones, qui est un monsieur qui travaille sur la méthylation de l'ADN depuis très 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 longtemps. Et il utilisait cette drogue que j'ai mentionnée déjà plusieurs fois lors de mes cours, la 5-azacitidine, qui en fait diminue le taux de méthylation. C'est un inhibiteur du maintien de la méthylation dans des cellules. Et en fait, il traitait des fibroblastes. Et ici, vous voyez, ces cellules-là, ce sont des fibroblastes. Il traitait les fibroblastes avec la 5-azacé. Et il a remarqué, en fait, des sortes de structures dans sa boîte. Et alors, il pensait que c'était des contaminations, donc en fait, il a jeté les boîtes au début. Il pensait que c'était des champignons. Et puis, il a réalisé qu'en fait, ce n'était pas du tout autre chose que des cellules de mammifères, mais c'était différents types de cellules. Et dans ce cas-là, c'était des myotubes qui font des sortes de tubes, de tuyaux, comme vous voyez ici. Mais il voyait aussi des adipocytes, comme vous voyez, avec des petites vésicules de gras, comme vous voyez, ou des chondrocytes. Et donc, en fait, après traitement pendant plusieurs semaines, il voyait apparaître ce type de cellules très différentes des cellules de fibroblastes. Donc, lui, dans son papier en 1979, il a proposé que peut-être la 5-azacé, donc cette épidrogue, cette drogue qui pouvait réverser un état épigénétique, réversait certaines cellules dans un état pluripotente qui permettait les cellules de se rédifférencier. En fait, ce n'était pas le cas. Ce qui était en train de se passer, je vous montre très schématiquement ici, c'était le traitement 5-azacé, était capable de réactiver certains gènes, des facteurs, on va dire, maîtres de régulation. Pour, par exemple, dans le cas du muscle, ce facteur maître, le facteur de transcription, qui était capable d'activer le réseau d'expression des cellules musculaires. Et alors, pendant une dizaine d'années, les gens ont cherché quels sont les gènes qui sont capables de rendre un fibroblaste en cellules musculaires. Et ils ont pris tous les gènes qui étaient différentiellement exprimés entre les muscles et les fibroblastes, un par un, et ils ont testé est-ce que ce gène, quand je le transfecte dans un fibroblaste, il est capable de créer un muscle. Et ils ont trouvé que oui, il y avait un gène, le gène qui s'appelle MyOD, qui est un facteur de transcription. Donc ça, c'était le laboratoire de Weintraub qui a fait ça. Ils ont défini que ce facteur de transcription était capable de déclencher le réseau d'expression musculaire dans ces cellules après transfection. Et ce facteur, on le sait maintenant, est ce qu'on appelle un facteur pionnier de transcription, car il est capable d'aller se lier aux séquences qu'il reconnaît dans le génome, peu importe leur état chromatinien. Donc que ce soit euchromatique ou hétérochromatique, ce facteur est capable d'aller se lier et de recruter les facteurs de remodelage qui permet donc l'activation du gène et sa transcription. Donc ce type de facteur de transcription est donc capable de reprogrammer, de convertir une cellule d'un destin à un autre. Donc ici, je vous montre le cas de MyOD, mais depuis, il y a tout un panel de différents types de ce facteur de transcription pionnier ou des cocktails de facteurs de transcription qui peuvent transformer différents types cellulaires, que ce soit les lymphocytes, les cellules musculaires ou autres, dans d'autres types. Donc, par exemple, un des cas les plus connus, qui est arrivé juste après cette étude, c'était la transformation, l'induction, la conversion d'une cellule B, une lymphocyte, en macrophage. Donc, ça veut dire qu'effectivement, on n'a plus besoin de passer forcément par la pluripotence pour changer d'identité. Et là, je vais faire très, très court parce qu'on est en plein. C'est quelque chose qui
qui est en pleine actualité. Il y a des papiers qui sortent tous les jours en fait, sur ce type de conversion d'une cellule à une autre. Il faut bien connaître les facteurs de transcription qui sont importants. Alors, il y a un papier qui est sorti qui permet, en prenant les données d'expression dans des cellules différentes, donc différents types cellulaires, en étudiant leur transcriptome, l'expression de tous leurs gènes, on peut identifier les signatures qui montrent quel type de facteur de transcription est probablement impliqué. Et ensuite, en faisant des analyses bioinformatiques, on arrive à identifier les facteurs les plus probables qui sont capables de reprogrammer une cellule en une autre. Et donc, on peut aller chercher, choisir, ben voilà, j'ai une cellule du muscle, je veux la transformer en lymphocyte. Quel est le cocktail qu'il faut que j'utilise pour faire ceci? Et donc, ça ouvre des voies très intéressantes par rapport à la thérapie, par exemple, parce qu'effectivement, on peut induire dans différentes voies sans avoir à passer par cette étape de pluripotence induite. C'est une manière qui est efficace parce qu'on peut suivre le processus de manière assez ciblée en culture et on a moins la limitation de dérivation des IPS qui est quand même un processus qui reste toujours très inefficace. Le problème éventuel, comme je l'ai dit, de tumorogénécité des cellules IPS. Donc l'idée, c'est qu'à partir d'un patient, on peut prendre une cellule de la peau et peut-être la convertir en autre type cellulaire. Alors, on n'a pas toutes les réponses, tous les facteurs de transcription qui nous intéressent encore, mais il y a une autre approche qui est encore plus, je vais dire, à la mode actuellement. Et en fait, c'est de prendre un peu les deux systèmes, de prendre l'approche pluripotence induite, mais de ne pas aller jusqu'à la pluripotence. L'idée, c'est de prendre des cellules somatiques, de rajouter les facteurs de pluripotence très transitoirement ou d'utiliser maintenant, parce qu'on peut avec des molécules, rajouter les molécules qui vont faire l'équivalent de la pluripotence. Donc on commence le voyage vers la pluripotence, mais très rapidement, on va rajouter les facteurs ou le milieu qu'il faut pour convertir, par exemple, en cardiomyocyte ou en neurone. Et en fait, l'idée, c'est que le rajout de ces facteurs de pluripotence permet de commencer de perdre un peu l'identité cellulaire et du coup, ces cellules deviennent plus capables de répondre aux signaux dans le milieu qui va être rajouté, même si on n'a pas encore défini exactement les facteurs qui sont importants. Donc ça, c'est quelque chose qui, ça semble un peu plus flou, c'est un peu plus flou parce qu'on ne sait pas toujours qu'est-ce qu'il y a dans les milieux qui marchent pour différencier vers une voie ou une autre, mais c'est tellement efficace, surtout quand on n'a pas beaucoup de cellules pour certaines voies thérapeutiques où il faut avoir des cellules en quantité. C'est une manière extrêmement efficace qui est actuellement utilisée avec effectivement l'idée de test thérapeutique. Donc voilà, pour résumer, il y a différentes manières de convertir une cellule à une autre. On peut soit passer par les cellules IPS, comme je l'ai dit, ou après il faut différencier pour un but thérapeutique, soit on rajoute les facteurs de transcription qui sont définis comme étant spécifiques et donc on peut créer le tissu ou type cellulaire qu'on veut, ou on induit la plasticité avec les facteurs de pluripotence, mais très brièvement, et ensuite on permet donc l'induction de telle ou telle voie en rajoutant le milieu approprié. Donc, comme vous voyez, les choses deviennent beaucoup plus compliquées que ce qu'on imaginait au temps de Waddington. Donc, comme je l'ai dit, avec ce type d'approche, on peut imaginer des perspectives de thérapie très, très intéressantes, mais aussi ce type d'induction à partir d'une cellule qui est déjà différenciée vers une autre voie est intéressante pour comprendre aussi certains aspects du développement. Et donc ça, je vais en parler un tout petit peu la semaine prochaine. Donc, pareil, comme pour les IPS, c'est des outils pour pouvoir tester différents types de molécules, de drogues de manière très efficace. Et comme les IPS, maintenant, on a la capacité en fait de manipuler le génome de quasiment n'importe laquelle cellule. Donc, on peut prendre une cellule différenciée, manipuler son génome et la transformer en autre type de cellule. Et on peut poser la question, est-ce que tel ou tel facteur ou telle région du génome est importante? Donc là, on pensait qu'effectivement, chaque cellule suit son destin de différenciation vers le bas et a du mal à remonter. Le paysage devient beaucoup plus complexe et riche. En fait, on peut sauter d'un endroit à l'autre avec l'aide parfois de différents types de facteurs
ou de molécules. Et donc je pense qu'effectivement, dans les années qui viennent, on va comprendre beaucoup plus comment les réseaux géniques d'expression sont exploités pour tel ou tel phénotype cellulaire. Donc voilà, je vais terminer là, à l'heure pour une fois, et je vais introduire Dr. Claire Rougeol qui vient nous faire un séminaire sur l'inactivation du X, la pluripotence et la reprogrammation de la souris à l'heure.